La vidéo durait à peine 43 secondes, mais ce fut suffisant pour anéantir 67 années de vie. J'étais assise dans la cuisine de mon appartement à Reims, une tasse de café encore chaude entre les mains, quand mon téléphone s'est illuminé avec une notification. Maëlle m'avait identifiée dans une publication. Ma fille ne faisait jamais ça. Mon cœur s'est accéléré avant même que je comprenne pourquoi. J'ai cliqué. L'écran s'est rempli de couleurs, de rires et de verres de vin blanc reflétant la lumière dorée d'un bistrot parisien. Elle était là, mon unique fille, assise à côté de Lucienne Marceau, sa belle-mère aux sourires impeccables et aux ongles rouges parfaits, toutes deux comme deux amies intimes célébrant quelques victoires secrètes. J'ai monté le volume. Et puis les mots sont venus, clairs, tranchants, irrévocables. Maëlle parlait avec cette aisance de celle qui a l'habitude d'être filmée, gesticulant avec son verre à la main pendant que Lucienne acquiesçait d'un air de complicité venimeuse. Le ton était léger, presque désinvolte, comme si elle commentait la météo ou la circulation. Mais ce qui est sorti de la bouche de ma fille était du poison pur déguisé en plaisanterie. Elle parlait de moi, de la façon dont elle pouvait enfin respirer, loin de ma présence étouffante. Comme c'était libérateur de ne plus avoir à feindre la gratitude envers une mère qui avait toujours été, selon elle, une profiteuse. Lucienne a complété avec un sourire glacial, disant que certaines mères n'apprennent jamais à lâcher leurs enfants, qu'elles s'accrochent comme des parasites en attendant d'être entretenues pour toujours. Le mot a résonné en moi comme un coup de feu. Parasite. Moi, qui avais passé 32 ans assise devant une machine à coudre dans un petit atelier du centre de Reims, enchaînant les nuits blanches pour terminer des robes de mariée destinées à des femmes qui ne m'avaient jamais regardée dans les yeux. Moi, qui avais payé chaque mensualité de la faculté d'administration de Maëlle à Paris, chaque livre, chaque loyer de son appartement dans le Marais pendant qu'elle construisait sa vie de publications sponsorisées et de déjeuners onéreux. Moi, qui envoyais des virements bancaires silencieux chaque 10 du mois, sans poser de questions, sans rien réclamer, simplement parce que c'était ma fille et que je pensais que c'était ce que faisaient les mères. La vidéo s'est terminée avec toutes les deux levant leur verre en un toast, riant aux éclats, tandis que la légende mentionnait quelque chose à propos de liberté et de nouveaux départs. 1400 mentions, j'aime. 300 commentaires remplis d'émojis d'applaudissements et de cœurs. Personne ne savait qui était la parasite. Personne n'avait besoin de savoir. Moi, je savais. Et maintenant, le monde entier de ma fille le savait aussi. J'ai laissé le téléphone tomber sur mes genoux et je suis restée là, immobile, sentant le café refroidir entre mes doigts tremblants. Je n'ai pas pleuré, pas immédiatement, parce qu'avant la douleur est venu quelque chose de bien pire. La honte d'avoir cru que mon sacrifice comptait, la honte d'avoir été si invisible que ma propre fille avait réussi à faire de moi la méchante de l'histoire sans ressentir la moindre once de remords. Le matin a continué dehors, indifférent, avec le bruit lointain des voitures sur l'avenue de Laon et l'odeur de pain frais montant de la boulangerie du rez-de-chaussée. Mais en moi, quelque chose de très ancien et de très fatigué a commencé à se fissurer. J'ai repris le téléphone et j'ai regardé la vidéo une nouvelle fois. Cette fois, j'ai prêté attention à chaque détail. La robe de Maëlle était neuve, probablement coûteuse. Le bistrot était l'un de ces endroits où une salade coûte ce que je gagnais en 2 jours de couture. Lucienne portait un foulard Hermès autour du cou, de ceux que je ne voyais qu'en vitrine rue de Vesle quand je passais trop vite pour ne pas ressentir l'envie. Et ma fille, ma Maëlle, était radieuse, plus belle que jamais, libre, enfin libre de moi. J'ai respiré profondément et j'ai ressenti quelque chose d'étrange grandir dans ma poitrine. Quelque chose qui n'était ni tristesse ni colère, mais un mélange étrange de lucidité et de lassitude. Combien de fois m'étais-je effacée pour qu'elle puisse briller? Combien de nuits avais-je cousu jusqu'à ce que mes doigts saignent pour qu'elle puisse dormir tranquille à Paris? Combien de fois avais-je ravalé ma fierté, ma solitude, mon envie de vivre, juste pour être la mère parfaite, la mère invisible, la mère qui ne demande jamais rien en retour? Et au final, tout ce que j'avais obtenu était d'être traitée de parasite dans une vidéo Instagram pendant qu'elle trinquait avec la femme qui n'avait jamais levé le petit doigt pour elle. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, les murs décolorés,
les meubles anciens que je n'avais jamais eu le courage de remplacer, la machine à coudre Singer dans le coin du salon, recouverte d'un drap blanc comme si c'était un fantôme du passé. Tout ici criait sacrifice, tout ici sentait la renonciation. Et soudain, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas cinématographique. C'était silencieux, comme une porte qui se ferme lentement. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au petit bureau où je gardais mes papiers et j'ai ouvert le tiroir où se trouvaient les reçus de virement. Des piles entières, des années entières, chacun marqué de la même description, pour Maëlle avec amour. Amour. Quel mot étrange maintenant. J'ai repris mon téléphone une fois de plus et j'ai ouvert l'application de la banque. Mes doigts tremblaient, mais pas de peur. Ils tremblaient de quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps. Ils tremblèrent de colère, de dignité, de décision. J'ai annulé le virement automatique. Ensuite, j'ai bloqué Maëlle sur Instagram. Et finalement, j'ai éteint le téléphone. S'il pensait que j'étais une parasite, alors il était temps de disparaître. Mais pas de la façon dont il s'y attendait. Pas comme une victime. Pas en pleurant ou en suppliant pour de l'attention. J'allais disparaître complètement de leur vie. Et avec moi, emporter tout ce qu'ils n'avaient jamais su apprécier. Ma présence, mon argent, mon amour inconditionnel. Et alors, peut-être, juste peut-être, ils comprendraient enfin le poids de ce qu'ils avaient perdu. Je me suis rassise à la table de la cuisine et j'ai bu la dernière gorgée de café froid. Dehors, Reims continuait de se réveiller, indifférente au tremblement de terre silencieux qui venait de se produire en moi. Mais quelque chose avait changé. J'avais changé. Et cette histoire, qu'il pensait avoir terminée avec un toast à Paris, ne faisait que commencer. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, si vous avez déjà été invisible dans votre propre famille ou si votre amour a été traité comme une obligation, laissez un commentaire en disant d'où vous m'écoutez. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls est le premier pas pour retrouver notre force. Les jours suivants, je n'ai fait que le strict nécessaire pour continuer à exister. Je me réveillais, je prenais mon café, je regardais par la fenêtre. Je n'ai pas ouvert les réseaux sociaux. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai même pas rallumé mon téléphone. J'avais besoin de ce silence. J'avais besoin de comprendre ce que j'étais devenue au fil de toutes ces années. La réponse est venue lentement, comme un brouillard qui se dissipe. J'étais devenue l'ombre de quelqu'un, la femme qui n'existait qu'en fonction des autres. Et maintenant, sans personne à soutenir, sans personne à satisfaire, j'étais complètement perdue. Qui était Ophélie Fournier quand elle n'était pas mère? Quand elle n'était pas pourvoyeuse? Quand elle n'était pas utile? La question m'a effrayée plus que n'importe quelle insulte dans la vidéo. Parce que la vérité était simple et douloureuse, je ne savais pas. Une semaine après la vidéo, je suis sortie pour la première fois. Je n'avais pas de destination. J'ai simplement marché. Reims était magnifique ce matin d'octobre, avec les feuilles dorées tombant doucement dans les rues pavées et l'odeur de châtaigne grillée dans l'air. Je suis passée devant la cathédrale, imposante et éternelle, et j'ai ressenti une pointe d'envie face à cette solidité. J'ai continué à marcher jusqu'à atteindre la place Drouet d'Erlon, où les cafés étaient remplis de gens en train de discuter, de rire, de vivre. Je me suis assise dans l'un d'eux, j'ai commandé un café crème et je suis restée là, à observer. Des couples jeunes, des groupes d'amis, des personnes âgées lisant le journal, tous semblaient avoir une place dans le monde. Et moi, j'étais là, seule, avec 67 ans et aucune idée de ce que je devais faire du reste de ma vie. C'est alors que je l'ai vu. De l'autre côté de la place, une petite enseigne discrète accrochée à une vitrine ancienne, atelier de couture, recherche couturière expérimentée. Mon cœur a fait un bond étrange. Cela faisait 5 ans que j'avais arrêté de coudre professionnellement. Après la mort de Philippe, j'avais vendu le petit atelier et je m'étais consacrée uniquement à aider Maëlle. Je pensais que c'était ce que je devais faire. Je pensais que c'était ce qui comptait. Mais maintenant, en regardant cette enseigne, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps. L'envie.
l'envie de faire quelque chose pour moi. L'envie d'exister en dehors de l'ombre de quelqu'un. J'ai terminé mon café et j'ai traversé la place. La boutique était minuscule, coincée entre une vieille librairie et un fleuriste. Quand j'ai poussé la porte, une petite clochette a sonné et l'odeur de tissu neuf m'a enveloppée comme une étreinte. Il y avait des rouleaux de soie, de lin, de coton égyptien empilés sur les étagères. Des mannequins avec des robes à moitié terminées. Une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes sur le bout du nez et les cheveux attachés en un chignon désordonné, a levé les yeux d'une machine à coudre industrielle. Elle m'a analysé pendant quelques secondes. Puis elle a souri. Ce n'était pas un sourire de pitié, c'était un sourire de reconnaissance. Comme si elle savait, rien qu'en me regardant, que j'étais l'une des leurs. Une femme qui connaissait le poids d'une bobine de fil et la valeur d'un point bien fait. J'ai demandé au sujet du poste. Elle a demandé si j'avais de l'expérience. J'ai répondu que j'avais 32 ans d'expérience. Elle a hoché la tête, m'a tendu un morceau de satin bleu marine et une aiguille, et a simplement dit « Montrez-moi ». Je me suis assise sur un petit tabouret en bois près de la fenêtre, j'ai enfilé le fil dans l'aiguille avec des mains qui se souvenaient encore de chaque mouvement, et j'ai commencé à coudre, point par point, lentement, avec précision. Et pendant que l'aiguille glissait à travers le tissu, j'ai senti quelque chose se recoudre en moi aussi. Quelque chose qui s'était déchiré. Quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir réparer. Les jours suivants à Reims devinrent une routine inattendue, presque apaisante. Je me levais tôt, avant que le soleil ne se lève complètement, quand la ville était encore endormie et silencieuse. Je préparais mon café dans la petite cuisine qui sentait encore le vieux bois et la solitude, cette odeur familière qui m'accompagnait depuis la mort de Philippe. Je restais assise à la table, regardant par la fenêtre les toits de Reims se découper lentement dans la lumière naissante. Puis je marchais jusqu'à l'atelier de couture de Madame Geneviève Lamarque, la femme aux lunettes et au chignon défait qui m'avait embauchée sans poser trop de questions. Elle avait simplement regardé mes mains ce jour-là, mes mains marquées par les années, striées de petites cicatrices laissées par les aiguilles, et avait compris. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Elles se lisent dans les cicatrices invisibles, dans les rides qui se creusent autour des yeux, dans la façon dont quelqu'un tient une tasse de café comme si c'était la seule chose stable dans un monde qui s'effondre. L'atelier était niché dans une ruelle étroite, près de la place Drouet-d'Erlon, entre une librairie poussiéreuse qui vendait des romans oubliés et dont le propriétaire, un vieil homme avec des lunettes rondes, lisait toute la journée sans lever les yeux, et une boutique de fleurs dont le propriétaire, un homme âgé aux yeux doux et aux mains calleuses, me saluait chaque matin d'un hochement de tête silencieux. Nous ne parlions jamais, mais il y avait dans ce salut quotidien une forme de reconnaissance mutuelle. Nous étions tous les deux des survivants, des gens qui continuaient d'exister malgré tout. À l'intérieur de l'atelier, la lumière entrait par de grandes fenêtres sales, dessinant des carrés dorés sur les rouleaux de tissu empilés contre les murs. L'odeur de coton, de soie et de fil neuf m'enveloppait comme une couverture. C'était un endroit hors du temps, un refuge où les aiguilles parlaient plus fort que les mots, où le bruit des machines à coudre remplaçait les conversations que je n'avais plus envie d'avoir, où je pouvais exister sans expliquer, sans justifier, sans mentir. Geneviève ne posait jamais de questions personnelles. C'était l'une des choses que j'appréciais le plus chez elle. Elle me montrait les commandes, m'expliquait ce que les clientes voulaient, puis me laissait travailler en silence. Robes de cocktail pour des mariages, ourlets de pantalons pour des hommes qui avaient perdu ou pris du poids, retouches de vestes anciennes que les gens refusaient de jeter parce qu'elles appartenaient à un père décédé ou à une époque révolue. Chaque pièce avait une histoire, et moi, j'étais celle qui les réparait. Parfois, en cousant, je pensais à Maëlle. Pas avec colère, pas même avec tristesse, juste avec cette étrange distance que l'on ressent quand on regarde une photographie jaunie de quelqu'un qu'on a connu autrefois. Quelqu'un qui était proche, mais qui est devenu un étranger. Je me demandais si elle avait remarqué que l'argent avait cessé d'arriver, si elle avait essayé de m'appeler, si elle avait compris, ou si elle avait simplement trouvé une autre source, une autre personne à vider. Mais je ne rallumais pas mon téléphone.
pas encore, parce que je n'étais pas prête à entendre ce qu'elle avait à dire, ou pire, à découvrir qu'elle n'avait rien à dire du tout, que mon absence ne changeait rien dans sa vie dorée à Paris. Un après-midi, alors que je terminais l'ourlet d'une robe de mariée en dentelle de Calais, délicate comme une toile d'araignée, Geneviève s'assit à côté de moi avec 2 tasses de thé fumant. Elle me tendit l'une d'elles sans un mot et resta silencieuse pendant un moment, regardant mes mains travailler avec cette précision automatique que donnent des décennies de répétition. Puis, sans me regarder, elle dit doucement que j'avais l'air de quelqu'un qui essayait de se recoudre elle-même. Je ne répondis pas, parce que c'était vrai. Parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Chaque point que je faisais sur ces vêtements, c'était un point que j'essayais de faire sur ma propre vie déchirée. Chaque couture invisible était une tentative de refermer les plaies que personne ne voyait. Elle continua, racontant qu'elle aussi avait eu une fille, autrefois. Une fille brillante, ambitieuse, qui était partie à Lyon pour devenir avocate et n'était jamais revenue. Pas même pour l'enterrement de son père. Pas même pour dire au revoir. Elle était venue 3 mois après, brièvement, avec son costume tailleur et son air pressé, et était repartie le jour même. Geneviève me regarda enfin, et dans ses yeux fatigués, derrière les verres épais de ses lunettes, je vis le reflet de ma propre douleur. Elle me dit que certaines filles passent tellement de temps à courir après leur propre vie qu'elles oublient de regarder en arrière, et que ce n'était pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'était juste de l'aveuglement, de l'égoïsme inconscient, cette incapacité à voir au-delà de ses propres besoins, de ses propres désirs. Je bus mon thé en silence, sentant les larmes me brûler les yeux, mais refusant de les laisser tomber. Pleurer, c'était admettre que j'avais perdu quelque chose, et je n'étais pas encore prête pour ça. Je ne voulais pas admettre que j'avais perdu ma fille, que je l'avais peut-être déjà perdue depuis longtemps sans m'en rendre compte. Geneviève posa sa main sur la mienne, une main ridée et douce qui portait les mêmes marques que les miennes, les mêmes cicatrices d'aiguilles, les mêmes callosités du travail répétitif. Nous restâmes ainsi quelques minutes, 2 femmes qui avaient donné sans compter et qui essayaient maintenant de comprendre ce qu'il restait d'elles après avoir tout donné. Les semaines passèrent et Reims devint peu à peu un cocon, un refuge inattendu. Je découvrais des petits cafés cachés où je prenais mon déjeuner seul, un livre ouvert devant moi que je ne lisais jamais vraiment. Je choisissais toujours une table près de la fenêtre pour regarder les gens passer. Je commandais un croque-monsieur ou une salade niçoise, et je restais là pendant 1 heure, 2 heures parfois, savourant cette solitude nouvelle qui n'était plus synonyme de vide, mais de liberté. Je marchais le long de la coulée verte, un parc étroit qui suivait une ancienne voie ferrée où les arbres formaient une voûte au-dessus de ma tête et où le bruit de la ville s'estompait progressivement jusqu'à devenir un murmure lointain. Je m'asseyais sur un banc et regardais les gens passer. Des couples âgés se tenant la main, avançant lentement, synchronisés par des années de vie commune. Des mères poussant des landaux, fatiguées mais souriantes. Des adolescents riant trop fort, invincibles dans leur jeunesse. Et moi, quelque part entre tout ça, invisible mais présente, ni heureuse ni malheureuse, juste là, existant, respirant, vivant. Un soir, en rentrant chez moi, je passais devant une petite salle de spectacle où se tenait une projection de vieux films français. Sur l'affiche, il y avait écrit « Les parapluies de Cherbourg ». Je n'avais pas vu ce film depuis mes 20 ans, quand Philippe et moi étions allés le voir dans un petit cinéma de quartier à Lyon, avant notre mariage, avant Maëlle, avant que la vie ne devienne ce qu'elle était devenue. Sans réfléchir, j'achetai un billet et entrai. La salle était presque vide. Quelques personnes dispersées dans l'obscurité, un vieux monsieur seul au premier rang, un couple d'étudiants qui s'embrassèrent dans le fond, une femme de mon âge, 2 rangées devant moi, qui mangeait discrètement des bonbons. Je m'assis au fond et pendant 2 heures, je me laissais emporter par les couleurs vives, les chansons mélancoliques, l'histoire d'amour impossible entre Geneviève et Guy. Quand les lumières se rallumèrent, je réalisais que j'avais pleuré. Pas pour le film, mais pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que je n'avais jamais eu, pour tous les choix que j'avais faits et qui m'avaient mené ici, seule dans une salle de cinéma,
à pleurer sur une histoire fictive parce que je ne savais plus comment pleurer sur la mienne. En sortant, je croisai un homme d'une 60aine d'années qui semblait aussi perdu que moi. Il portait un pardessus élimé et tenait un programme froissé entre ses mains. Nos regards se croisèrent pendant une seconde et il sourit timidement. Un sourire triste, comme celui de quelqu'un qui comprend, comme celui de quelqu'un qui a lui aussi perdu quelque chose en chemin. Je lui rendis son sourire et continuai mon chemin, mais quelque chose en moi s'était réchauffé. Ce n'était pas grand-chose, juste un instant, juste un regard échangé entre deux inconnus dans la nuit. Mais c'était suffisant pour me rappeler que j'existais encore, que je n'étais pas juste une ombre, que je pouvais encore être vue, que j'étais encore capable d'éprouver quelque chose. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'écoutais le vent frapper doucement contre les volets de ma chambre. Le bruit était apaisant, régulier, comme une berceuse. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais pas à Maëlle, je pensais à moi, à la femme que j'avais été avant de devenir mère, à la jeune Ophélie qui rêvait de créer des robes pour des défilés de mode, qui voulait voyager à Paris, à Milan, à New York, qui voulait voir son nom dans des magazines, qui voulait être libre. Cette femme existait-elle encore quelque part en moi? Ou était-elle morte en même temps que Philippe? Était-elle morte le jour où j'avais décidé que mon seul but dans la vie était de m'assurer que Maëlle ne manque de rien? Pendant ce temps, à Paris, les choses commençaient à s'effondrer pour Maëlle et Théo. Mais je ne le savais pas encore. Je ne savais pas que l'argent qui arrivait toujours comme par magie, comme une pluie providentielle qui tombait chaque début de mois, avait cessé de tomber. Je ne savais pas que le propriétaire de leur appartement dans le Marais avait commencé à envoyer des lettres de plus en plus insistantes, de plus en plus menaçantes. Je ne savais pas que Lucienne, la belle-mère si élégante et si sûre d'elle, celle qui trinquait avec Maëlle dans les bistrots chics en riant de la mère parasite, avait soudainement arrêté de répondre aux appels de Maëlle dès que celle-ci avait osé demander de l'aide. Je ne savais pas que ma fille, pour la première fois de sa vie, était en train de comprendre ce que signifiait vraiment se débrouiller seule, sans filet, sans personne pour rattraper les erreurs, sans cette présence invisible qui avait toujours été là, comme l'air qu'on respire sans y penser. Je ne savais rien de tout ça. Et honnêtement, je ne suis pas sûre que ça m'aurait fait quelque chose à ce moment-là. Parce que j'étais en train de redécouvrir quelque chose de bien plus important. Moi-même. Et cette découverte, aussi douloureuse soit-elle, était la seule chose qui me maintenait debout. Un matin, Geneviève me demanda si je voulais bien créer une robe entière, de A à Z, pour une cliente particulière. Une femme de notre âge, peut-être un peu plus jeune, qui venait de divorcer après 40 ans de mariage, et qui voulait quelque chose de beau pour recommencer sa vie. Quelque chose qui lui ressemble, quelque chose qui dise au monde qu'elle était encore là, qu'elle n'avait pas disparu dans l'ombre de son ex-mari, qu'elle existait. Geneviève me montra une photo de la cliente, une femme au regard fatigué mais déterminé, des cheveux gris qu'elle avait décidé de ne plus teindre, des rides qu'elle ne cherchait plus à cacher, une beauté simple et honnête. Je dis oui. Et pendant 3 semaines, je travaillais sur cette robe avec une intensité que je n'avais plus ressentie depuis des années. Je choisis un tissu bleu nuit, fluide, élégant qui bougeait comme de l'eau. Je dessinais des lignes simples mais flatteuses qui épousaient le corps sans le comprimer. Je cousus chaque couture à la main avec une précision presque obsessionnelle. Chaque point était parfait. Chaque pli tombait exactement comme je le voulais. C'était plus qu'une robe. C'était une déclaration, un manifeste silencieux qui disait « Je suis encore ici, je compte encore ». Et quand la cliente vint l'essayer, quand elle se regarda dans le miroir et que ses yeux se remplirent tant de larmes de joie, quand elle murmura « C'est exactement ce que je cherchais », quelque chose en moi se brisa définitivement. Mais cette fois, ce n'était pas une rupture douloureuse, c'était une libération. Je compris à cet instant que j'avais passé toute ma vie à créer du beau pour les autres, à rendre les autres heureux, à me sacrifier pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Mais personne ne m'avait jamais demandé ce qui me rendait heureuse, moi. Personne ne m'avait jamais regardé dans le miroir et dit « Ophélie, tu es belle, tu es importante, tu mérites d'exister pour toi-même. » Pas Philippe, qui m'aimait, mais qui ne voyait en moi qu'une épouse et une mère.
Pas Maëlle, qui ne me voyait que comme une pourvoyeuse de fonds. Pas même moi. Je ne m'étais jamais regardée vraiment. Je m'étais toujours vue à travers le regard des autres. Et dans ce regard, j'étais toujours en retrait, toujours floue, toujours secondaire. Ce soir-là, je rentrais chez moi et allumais mon téléphone pour la première fois en 6 semaines. Les notifications explosèrent. Messages, appels manqués, mails. Une avalanche de sollicitations numériques qui me donna le vertige. Mais je n'ouvris rien. Je me contentais de regarder le nombre. 43 appels de Maëlle, 17 messages. Puis, après 3 semaines, plus rien. Le silence après la tempête. L'abandon après l'insistance. Je refermais le téléphone et le posais sur la table. Je n'étais pas prête. Pas encore. Parce que je savais que le moment où je répondrais, le moment où je laisserais Maëlle revenir dans ma vie, serait le moment où tout changerait. Et je voulais être sûre, avant ce moment, d'avoir retrouvé assez de moi-même pour ne plus jamais me perdre. Pour ne plus jamais accepter d'être traitée comme une option, comme un distributeur automatique, comme une parasite. Dehors, Reims dormait sous un ciel étoilé. Les lumières de la ville scintillaient doucement. Et moi, pour la première fois depuis très longtemps, je me sentis en paix. Pas heureuse. Pas encore, mais en paix. Et c'était déjà beaucoup. C'était déjà un miracle. C'était déjà un commencement. À Paris, dans l'appartement du Marais que Maëlle et Théo avaient toujours considéré comme acquis, les murs semblaient se refermer un peu plus chaque jour. Les factures s'empilaient sur la petite table de la cuisine, certaines encore dans leurs enveloppes, d'autres ouvertes avec des tampons rouges menaçants. Dernier avis avant coupure. Loyer en retard, procédure d'expulsion enclenchée. Maëlle les regardait fixement le matin en buvant son café, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer si vite. Pendant des années, l'argent était arrivé comme une évidence, un flux constant et invisible qui permettait de payer le loyer, les courses, les restaurants, les vêtements. Elle n'avait jamais vraiment réfléchi à sa provenance. C'était juste là, comme l'eau du robinet, comme l'électricité, comme l'amour d'une mère. On ne se pose pas de questions tant que ça coule. Mais maintenant que c'était coupé, elle suffoquait. L'appartement lui-même semblait différent maintenant. Les murs blancs élégants qui lui paraissaient si chics quelques mois auparavant ressemblaient désormais à des parois de prison. Les grandes fenêtres qui donnaient sur la rue pavée ne laissaient plus entrer la lumière de la même façon. Tout était devenu gris, terne, oppressant. Théo, son mari, était assis en face d'elle, le regard perdu dans son téléphone. Il scrollait nerveusement, sans vraiment lire, juste pour éviter de croiser les yeux de sa femme. Il ne parlait presque plus. Les conversations s'étaient réduites à des échanges secs et pratiques. On a reçu une autre lettre du propriétaire. Il reste combien sur le compte ? Presque rien. Le silence entre eux était devenu aussi lourd que les dettes. Théo avait toujours été du genre à laisser les autres gérer les problèmes. C'était Maëlle qui s'occupait des finances, des décisions, de tout. Mais maintenant qu'elle-même était paralysée par la panique, il ne savait tout simplement pas quoi faire. Alors, il ne faisait rien. Il attendait, il espérait, il fuyait. Chaque matin, il partait travailler dans sa petite start-up de marketing digital où il gagnait à peine de quoi couvrir leurs courses hebdomadaires. Il rentrait le soir épuisé, non pas par le travail, mais par l'anxiété qui rongeait chaque minute de sa journée. Il s'affalait sur le canapé, évitait le regard de Maëlle et disparaissait dans son téléphone jusqu'à ce que le sommeil finisse par l'emporter. Leur mariage, qui n'avait jamais été particulièrement solide, commençait à se fissurer sous la pression. Un soir, Maëlle craqua. Elle referma violemment son ordinateur portable et se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes retenues. Elle lui demanda s'il avait appelé sa mère, Lucienne, pour demander de l'aide. Théo détourna le regard, mal à l'aise, se tortillant sur sa chaise comme un enfant pris en faute. Il avait essayé, 3 fois. Lucienne n'avait jamais répondu. Et quand elle avait finalement rappelé, 2 jours plus tard, sa voix était glaciale, presque amusée, comme si la détresse de son propre fils était une anecdote légèrement embarrassante dont il fallait se débarrasser rapidement. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas les aider,
que Théo était un adulte maintenant et qu'il devait apprendre à se débrouiller. Elle avait ajouté, avec ce ton condescendant qu'elle maîtrisait si bien, que c'était justement ce genre d'épreuves qui forgèrent le caractère. Puis elle avait raccroché. Pas de « je suis désolée », pas de courage, pas même un « appelez-moi si ça devient vraiment grave ». Juste le silence du mépris bien élevé, celui qui blesse plus profondément que n'importe quelle insulte. Maëlle sentit quelque chose se briser en elle à ce moment-là. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste une prise de conscience brutale et humiliante. Lucienne ne les avait jamais aimés. Elle les avait tolérés tant qu'ils jouaient leur rôle dans son petit théâtre social. Tant qu'ils étaient le couple parfait sur les photos Instagram, les enfants bien élevés qui posaient à côté d'elle dans les brunchs chics, les faire-valoir qui la faisaient paraître généreuse et maternelle. Mais dès qu'ils étaient devenus un poids, une gêne, un problème, elle avait disparu. Exactement comme elle l'avait toujours fait, avec tout ce qui ne servait plus son image. Et Maëlle, dans un éclair de lucidité douloureuse, réalisa qu'elle avait fait exactement la même chose avec sa propre mère. Elle avait utilisé Ophélie. Elle l'avait vidée jusqu'à la dernière goutte, comme on vide une source sans jamais penser à la protéger. Et quand elle avait senti le poids de cette dette invisible, au lieu de la remercier, elle l'avait rejetée. Elle l'avait humiliée publiquement pour se libérer de la culpabilité, pour pouvoir enfin respirer sans sentir le regard silencieux de celle qui avait tout donné. Cette réalisation la frappa avec la violence d'une gifle. Elle porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot qui menaçait de sortir. Théo la regarda, perdu, ne sachant pas quoi dire ni quoi faire. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Maëlle essaya de trouver du travail, mais ses compétences en gestion de réseaux sociaux et en création de contenu ne payaient pas assez pour couvrir un loyer parisien. Les quelques missions freelance qu'elle décrocha rapportaient à peine de quoi acheter des pâtes et du pain. Elle passait des heures sur son ordinateur à envoyer des candidatures, à répondre à des annonces, à négocier des collaborations qui ne menaient nulle part. Chaque refus était un coup de plus dans son estime déjà vacillante. Théo, qui travaillait dans une start-up de marketing digital, gagnait à peine de quoi survivre. Ensemble, ils n'avaient jamais eu besoin de vraiment gagner leur vie, parce qu'il y avait toujours eu quelqu'un d'autre pour combler les trous, quelqu'un d'invisible, quelqu'un qu'ils avaient oublié de remercier, quelqu'un qu'ils avaient traité comme un distributeur automatique de billets qui ne se vidait jamais. L'appartement qui leur avait toujours paru lumineux et agréable devenait chaque jour un peu plus étouffant. Les voisins, qui les saluaient poliment dans l'escalier, commençaient à les regarder avec cette pitié à peine dissimulée que l'on réserve à ceux qui sont en train de sombrer. Une nuit, alors qu'elle ne trouvait pas le sommeil, Maëlle se leva et alla fouiller dans le tiroir de son bureau. Elle en sortit une vieille boîte en carton qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des photos d'enfance. Elle et sa mère, à Reims, devant la cathédrale. Ophélie, jeune et souriante, la tenant dans ses bras avec cette fierté simple et pure qu'ont les mères qui regardent leurs enfants comme des miracles. D'autres photos, plus récentes, sa mère à son mariage, discrète dans un coin, avec ce sourire fatigué mais fier, portant une robe simple qu'elle avait probablement cousue elle-même. Sa mère à la remise de son diplôme, les yeux brillants de fierté, applaudissant plus fort que quiconque dans la salle. Sa mère, toujours là, toujours en retrait, toujours effacée, jamais au centre, jamais sous les projecteurs, juste là, dans l'ombre, tenant tout debout sans que personne ne s'en aperçoive. Maëlle sentit les larmes couler sur ses joues, des larmes chaudes, brûlantes, impossibles à retenir. Elle n'avait pas pleuré depuis des mois, peut-être des années. Mais là, seule dans le silence de la nuit, elle pleura tout ce qu'elle avait refoulé, la culpabilité, la honte, le regret, la conscience insupportable d'avoir détruit la seule personne qu'il avait vraiment aimée, sans condition. Elle passa la nuit entière assise par terre, entourée de ses photos, à revisiter chaque moment de son enfance. Elle se souvenait maintenant des petits détails qu'elle avait oubliés. Sa mère qui revenait tard le soir, les mains couvertes de petites coupures causées par les aiguilles, mais qui prenait quand même le temps de lui préparer un dîner chaud. Sa mère qui refusait d'acheter des vêtements neufs pour elle-même, mais qui lui offrait toujours ce qu'il y avait de mieux. Sa mère qui ne se plaignait jamais, qui ne demandait jamais rien,
qui donnait tout sans attendre de retour. Et elle, Maëlle, qu'avait-elle fait de tout ça? Elle l'avait pris comme un dû. Elle avait considéré cet amour comme une obligation maternelle, pas comme un cadeau. Elle avait grandi en pensant que c'était normal qu'une mère se sacrifie, que c'était son rôle, son devoir. Elle n'avait jamais compris que derrière chaque virement bancaire, derrière chaque soutien silencieux, il y avait une femme qui renonçait à ses propres rêves pour que sa fille puisse vivre les siens. Le lendemain matin, elle essaya d'appeler Ophélie. Le téléphone sonna dans le vide. Pas de répondeur, pas de message. Juste le silence. Elle réessaya, encore et encore, rien. Pendant des jours, elle appela, envoya des messages, des emails, rien. Sa mère avait disparu, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle s'était retirée, comme on se retire d'une bataille perdue d'avance. Et Maëlle comprit que c'était exactement ce qu'elle méritait. Elle avait coupé les ponts. Elle avait brûlé le seul pont qui la retenait encore à quelque chose de vrai. Et maintenant, elle était seule, vraiment seule, plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Elle passa des heures à fixer son téléphone, espérant voir apparaître le nom de sa mère. Mais rien ne venait. Le silence d'Ophélie était plus violent que n'importe quelle colère. C'était un silence définitif, celui qui dit « Je ne suis plus là pour toi, tu m'as perdu ». Théo finit par craquer aussi. Un soir, il rentra ivre, la chemise froissée, les yeux rouges. Il s'assit par terre dans le salon et pleura comme un enfant. Il dit qu'il ne savait pas comment ils allaient s'en sortir, qu'il avait peur, qu'il était désolé, qu'il se sentait inutile, qu'il avait toujours compté sur les autres pour régler les problèmes et que maintenant qu'il n'y avait plus personne, il réalisait à quel point il était perdu. Maëlle s'assit à côté de lui et pour la première fois depuis des semaines, ils se prirent dans les bras. Pas par amour, pas par passion, juste par nécessité. Parce qu'ils n'avaient plus personne d'autre, parce qu'ils étaient deux naufragés, s'accrochant l'un à l'autre dans une mer déchaînée. Et dans cet appartement parisien, qui sentait la défaite et les rêves brisés, ils comprirent enfin ce que signifiait vraiment être seuls, sans filet, sans personne pour les rattraper, sans Ophélie, sans cette présence invisible qui avait toujours été là, comme un socle sur lequel tout reposait, et qu'ils avaient détruite sans même s'en rendre compte. Les semaines passèrent et leur situation ne fit qu'empirer. Le propriétaire leur envoya un dernier avertissement. Ils avaient 15 jours pour payer les 3 mois de loyer en retard ou ils seraient expulsés. Maëlle et Théo passèrent ces 15 jours dans un état de panique permanent, cherchant désespérément des solutions qui n'existaient pas. Ils vendirent tout ce qu'ils pouvaient vendre. Des vêtements de marque sur Vinted, des livres, des objets de décoration. Tout y passa. Mais ce n'était pas assez. Loin de là. Un matin, alors que Maëlle regardait par la fenêtre les Parisiens qui passèrent dans la rue, tous affairés, tous ayant un but, une direction, elle réalisa quelque chose. Elle n'avait jamais vraiment travaillé de sa vie. Elle avait fait semblant. Elle avait joué à l'influenceuse, à la créatrice de contenu, à la femme indépendante. Mais en réalité, elle avait toujours été dépendante. Dépendante de l'argent de sa mère, dépendante de cette sécurité invisible qu'elle n'avait jamais su apprécier. Et maintenant qu'elle devait vraiment se débrouiller seule, elle découvrait avec horreur qu'elle n'avait aucune compétence réelle, aucune qualification solide, aucune expérience véritable. Elle n'était rien. Juste une façade, une illusion, une parasite. Quelques jours plus tard, Maëlle reçut une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, postée depuis Reims. Pas un email, pas un message. Une lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture de sa mère. Cette écriture penchée, appliquée, un peu désuète, qui appartenait à une autre époque, à un monde où les gens prenaient encore le temps d'écrire à la main. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. À l'intérieur, une seule page. Pas de reproche, pas de colère. Juste quelques lignes, simples et directes, écrites avec cette clarté brutale qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ophélie écrivait qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne pouvait pas revenir tout de suite, qu'elle devait se retrouver avant de pouvoir retrouver les autres. Elle disait qu'elle ne disparaissait pas pour punir Maëlle,
mais pour se sauver elle-même, pour ne pas se perdre complètement dans l'oubli et l'effacement. Elle terminait en disant qu'elle aimait encore sa fille, mais qu'elle devait apprendre à s'aimer elle-même d'abord, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pendant toutes ces années, elle avait tout donné jusqu'à ne plus rien avoir. Maintenant, elle devait se reconstruire. Seule. Maëlle lut la lettre 3 fois, puis elle la posa sur la table et s'effondra. Pas de cris, pas de sanglots dramatiques, juste un effondrement silencieux, complet, définitif. Elle glissa le long du mur et s'assit par terre, les genoux repliés contre sa poitrine, la tête entre les mains. Et elle pleura. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années. Toutes les fois où elle aurait dû dire merci et ne l'avait pas dit. Toutes les fois où elle aurait dû serrer sa mère dans ses bras et ne l'avait pas fait. Toutes les fois où elle aurait dû reconnaître le sacrifice et l'avait ignoré. Parce qu'elle savait que sa mère avait raison et que cette vérité était la chose la plus difficile à accepter. Elle avait détruit la seule personne qui l'avait vraiment aimée. Et maintenant, elle devait vivre avec ça, avec ce poids, avec cette culpabilité qui ne partirait jamais complètement. Les semaines suivantes furent une survie. Maëlle et Théo trouvèrent un appartement plus petit, plus moche, dans le 19e arrondissement, loin du charme du Marais. Un studio exigu où ils pouvaient à peine se croiser sans se bousculer. Les murs étaient jaunis par des années de tabac. La moquette était tachée et sentait le moisi. La fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre où le soleil n'arrivait jamais. C'était déprimant, humiliant. Mais c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Ils vendirent des meubles qu'ils avaient achetés à crédit. Ils annulèrent leurs abonnements inutiles. Netflix, Spotify Premium, la salle de sport où ils n'allaient jamais. Ils apprirent à faire leurs courses chez Lidl au lieu de chez Monoprix. Ils apprirent à marcher au lieu de prendre des Uber. Ils apprirent à cuisiner des pâtes et du riz au lieu de commander des sushis. Ils apprirent à vivre comme des gens normaux. Et dans cette descente forcée vers la réalité, quelque chose changea. Ils devinrent plus humbles, plus humains, moins performatifs, moins faux, moins préoccupés par l'image qu'ils renvoyaient et plus conscients de ce qu'ils étaient vraiment. 2 personnes perdues, qui avaient vécu au-dessus de leurs moyens en vampirisant quelqu'un d'autre. Maëlle arrêta de poster sur Instagram. Elle n'avait plus rien à montrer, plus rien à prouver, plus rien à vendre. Et étrangement, ce silence la soulagea. Elle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle n'avait plus besoin de jouer un rôle. Elle pouvait enfin être elle-même, même si elle ne savait pas encore très bien qui elle était. Mais chaque soir, avant de dormir dans ce studio misérable qui sentait le renfermer, elle pensait à sa mère. Elle se demandait ce qu'elle faisait, si elle allait bien, si elle pensait encore à elle. Et surtout, si un jour elle pourrait lui pardonner. Pas pour elle, Maëlle, mais pour Ophélie. Parce qu'elle avait compris, trop tard peut-être, qu'une mère mérite mieux que d'être oubliée. Elle mérite d'être vue, d'être remerciée, d'être aimée, pas par obligation, mais par choix. Et Maëlle, pour la première fois de sa vie, choisissait d'aimer sa mère, même si c'était trop tard, même si c'était de loin, même si c'était dans le silence d'une absence qu'elle avait elle-même créée. L'automne était arrivé sur Reims avec ses couleurs de rouille et d'or, ces matins frais où le souffle se transformait en petits nuages blancs, ces après-midi où le soleil rasant donnait à la ville une lumière presque irréelle. Les arbres qui bordaient la coulée verte avaient revêtu leurs habits d'ocre et de pourpre, et le vent faisait danser les feuilles mortes dans une chorégraphie silencieuse et mélancolique. Ophélie marchait lentement le long de cette allée verte, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau en laine élimée, celui qu'elle portait depuis des années et qu'elle refusait de remplacer parce qu'il était confortable, familier, comme une seconde peau. Elle avait pris l'habitude de ces longues promenades solitaires, ces moments où elle ne pensait à rien d'autre qu'au bruit de ses pas sur les feuilles mortes et au vent qui murmurait entre les branches. C'était une forme de méditation, une façon de se reconnecter à elle-même après des décennies passées à être connectée aux autres, à leurs besoins, à leurs attentes, à leur silence. Elle observait les autres promeneurs qui passaient, des couples âgés qui marchaient main dans la main, des mères avec leurs poussettes,
Des jeunes qui couraient avec leurs écouteurs dans les oreilles. Chacun dans son monde, chacun avec son histoire. Et elle, Ophélie, était enfin en train d'écrire la sienne. Elle passait désormais la plupart de ses journées à l'atelier de Geneviève, où elle créait des robes pour des femmes qui, comme elle, cherchaient à se réinventer. Des divorcées qui voulaient recommencer. Des veuves qui refusaient de s'habiller en noir. Des femmes qui avaient décidé qu'il n'était jamais trop tard pour être belle, pour être vue, pour être elle-même. Chaque vêtement qu'elle cousait portait en lui une histoire de renaissance. Et chaque fois qu'une cliente repartait avec sa création, les yeux brillants, un sourire timide aux lèvres, Ophélie sentait quelque chose en elle se réparer aussi. C'était comme si, en recousant ses vies déchirées, elle recousait la sienne. Point par point, couture par couture. Elle avait retrouvé un rythme, une routine qui lui appartenait. Le matin, elle se levait tôt, préparait son café dans la petite cuisine qui sentait maintenant la lavande et le pain frais, et marchait jusqu'à l'atelier en saluant les commerçants qu'elle croisait. Le fleuriste qui lui offrait parfois une rose fanée. Le boulanger qui gardait toujours une baguette croustillante pour elle. Le libraire qui lui recommandait des romans oubliés. Elle était devenue partie intégrante du quartier. Elle existait. Elle avait une place. Et cette place, personne ne pouvait la lui enlever. Ce matin-là, alors qu'elle ajustait l'ourlet d'une robe de soirée en velours bordeaux pour une femme qui allait fêter ses 70 ans, entourée de ses petits-enfants, la porte de l'atelier s'ouvrit avec le tintement familier de la clochette. Ophélie leva les yeux, s'attendant à voir une nouvelle cliente. Mais ce n'était pas une inconnue, c'était Maëlle. Sa fille se tenait là, dans l'embrasure de la porte, pâle, amaigrie, les cheveux tirés en un chignon négligé qui laissait voir des racines grises qu'elle n'avait jamais eues auparavant, les yeux cernés par des nuits sans sommeil et des journées d'angoisse. Elle portait un manteau qui avait connu des jours meilleurs, élimé au coude et légèrement déchiré à l'ourlet, et un sac à dos usé sur l'épaule. Elle ne ressemblait plus du tout à la jeune femme radieuse et arrogante de la vidéo. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé l'enfer et en était revenu changé, marqué, transformé. Il y avait dans son regard quelque chose de brisé, mais aussi quelque chose de nouveau. Une humilité que Ophélie ne lui avait jamais connue. Les deux femmes se regardèrent en silence pendant ce qui sembla être une éternité. Le temps se suspendit. Les bruits de la rue disparurent. Il n'y avait plus que le silence lourd et chargé entre une mère et sa fille. Geneviève, discrète comme toujours, posa ses ciseaux et disparut dans l'arrière-boutique, leur laissant l'espace dont elles avaient besoin. Elle savait reconnaître ces moments, ces instants où les mots ne suffisent pas et où il faut laisser le silence faire son œuvre. Ophélie ne bougea pas. Elle tenait encore l'aiguille dans sa main droite, le tissu bordeaux sur ses genoux. Elle attendait. Pas par cruauté, pas par vengeance, mais parce qu'elle avait besoin de voir ce que Maëlle allait faire. Si elle allait fuir, encore une fois, ou si elle allait enfin avoir le courage de rester, de faire face, d'assumer. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle ne laissait rien paraître. Elle avait appris, ces derniers mois, à ne plus porter ses émotions sur son visage, à garder une partie d'elle-même protégée, à l'abri. Maëlle fit un pas en avant, puis un autre. Ses jambes tremblaient légèrement, comme si chaque pas lui demandait un effort surhumain. Quand elle arriva à quelques mètres de sa mère, elle s'arrêta, ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Les mots étaient coincés quelque part entre sa gorge et son cœur, trop lourds, trop nombreux, trop tard. Elle avait répété ce qu'elle voulait dire pendant tout le trajet en train depuis Paris. Mais maintenant qu'elle était là, face à sa mère, tout ce qu'elle avait préparé lui semblait insuffisant, dérisoire, inutile. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle s'agenouilla. Là, sur le sol poussiéreux de l'atelier, entre les rouleaux de tissu et les boîtes de boutons, elle s'agenouilla devant sa mère comme on s'agenouille devant un autel, comme on demande pardon pour des péchés qu'on ne peut pas effacer. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant, chaudes et salées, traçant des sillons sur ses joues pâles, et elle ne les essuyait même pas. Elle laissa tomber son sac à dos qui heurta le sol avec un bruit sourd, et tendit ses mains vers celles d'Ophélie, les prenant avec une douceur presque enfantine,
comme si elle avait peur qu'elle se brise au moindre contact. Ses doigts étaient à froid, tremblants, désespérés. Et dans cette posture, dans ce geste d'humilité absolue, Ophélie vit enfin sa fille. Pas la femme parfaite des réseaux sociaux. Pas l'ingrate du bistrot parisien. Pas la jeune femme arrogante qui buvait du vin blanc en la traitant de parasite. Mais la petite fille qu'elle avait bercée pendant des nuits entières quand elle faisait des cauchemars. La petite fille qui courait vers elle à la sortie de l'école avec des dessins froissés dans son cartable. La petite fille qui avait besoin d'elle, qui avait toujours eu besoin, mais qui avait oublié comment le dire, comment le montrer, comment le vivre. Maëlle commença à parler, d'une voix brisée, entrecoupée de sanglots qui montaient de sa poitrine comme des vagues. Elle dit qu'elle était désolée, tellement désolée, qu'elle avait été aveugle, égoïste, cruelle, qu'elle ne méritait pas le pardon, qu'elle comprenait maintenant tout ce que sa mère avait sacrifié. Chaque nuit blanche, chaque euro économisé, chaque rêve abandonné, chaque silence avalé pour ne pas peser. Elle dit qu'elle avait cru que l'argent tombait du ciel, comme la pluie, sans comprendre qu'il venait des mains fatiguées de sa mère, des heures interminables passées devant une machine à coudre, de la solitude supportée en silence dans un petit appartement où personne ne venait jamais. Elle dit qu'elle avait appelé sa mère une parasite alors qu'elle-même était celle qui avait dévoré, consumé, épuisé. Celle qui avait pris sans jamais donner. Celle qui avait vidé la source jusqu'à la dernière goutte sans jamais penser à la remplir. Et qu'elle ne pourrait jamais effacer ça. Jamais. Même si elle vivait 100 ans. Même si elle passait le reste de sa vie à essayer de se racheter. Elle dit qu'elle avait détruit la seule personne qu'il avait vraiment aimée sans condition, sans attente, sans calcul. Et que cette conscience était devenue un poids qu'elle portait jour et nuit comme une pierre attachée à son cou. Ophélie écouta sans l'interrompre. Elle laissa les mots de sa fille se déverser comme une rivière longtemps retenue qui brise enfin le barrage. Elle laissa la douleur s'exprimer, le regret, la honte, tout. Elle vit dans les yeux de Maëlle quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une véritable prise de conscience. Pas une excuse, pas une justification, mais une reconnaissance brutale et sincère de ce qu'elle avait fait. Et ça, c'était nouveau, c'était réel. Quand Maëlle n'eut plus de mots, quand elle s'effondra complètement, le visage enfoui dans les genoux de sa mère, ses épaules secouées par des sanglots silencieux, Ophélie posa doucement sa main sur ses cheveux et, pour la première fois depuis des mois, elle laissa ses propres larmes couler aussi. Elle n'était pas de tristesse, ni de joie. C'était quelque chose entre les deux, un mélange de soulagement et de douleur, de libération et de mélancolie. C'était le poids de toutes ces années qui se relâchaient enfin. Elles restèrent ainsi longtemps, trop longtemps pour que le temps ait encore un sens. Le soleil dehors continuait sa course dans le ciel. Les voitures passèrent dans la rue. La vie continuait, mais dans cet atelier, le temps s'était arrêté. Puis, lentement, Ophélie aida Maëlle à se relever. Elle essuya les larmes sur le visage de sa fille avec ses pouces rugueux, ces mêmes pouces qui avaient cousu des milliers de vêtements, qui portaient les marques d'une vie entière de travail, de sacrifice, de silence. Elle la regarda dans les yeux, et ce qu'elle vit là n'était plus de l'arrogance. C'était de la vulnérabilité, de la vérité, de l'amour. Un amour maladroit, imparfait, mais sincère. Ophélie ne dit pas « je te pardonne » parce que certaines choses ne peuvent pas être pardonnées avec des mots. Elles se réparent avec du temps, des gestes, des silences partagés, des présences. Elle dit simplement « viens, on va marcher ». Sa voix était douce mais ferme. Maëlle hocha la tête, incapable de parler. Et elles sortirent de l'atelier, côte à côte, dans la lumière dorée de l'automne rémois. Dehors, l'air était frais et vivifiant. Elles marchèrent sans destination, traversant les rues pavées, passant devant la cathédrale qui dominait la ville de sa présence éternelle et immuable, longeant les petites boutiques et les cafés où les gens riaient sans savoir qu'à côté d'eux, deux vies se recousaient lentement, point par point. Maëlle marchait légèrement en retrait, comme si elle n'osait pas se mettre à la hauteur de sa mère. Ophélie le remarqua, mais ne dit rien.
Elle laissa sa fille trouver sa place. Elles finirent par arriver au bord de la Vesle, la rivière qui serpentait à travers la ville. L'eau était calme, presque immobile, reflétant les arbres dénudés et le ciel gris-bleu strié de nuages effilochés. Des canards glissaient silencieusement sur l'eau, dessinant de petites rides concentriques. Elles s'assirent sur un banc en bois, usé par les années et les intempéries, gravé de noms et d'initiales de couples qui étaient probablement passés là des décennies auparavant. Pendant un long moment, elles ne dirent rien. Elles regardèrent juste l'eau couler, écoutèrent les oiseaux qui chantaient malgré l'automne, respirèrent l'air froid et pur qui sentait la terre mouillée et les feuilles mortes. C'était un silence différent maintenant, pas le silence lourd et oppressant d'avant, mais un silence paisible, un silence qui guérit. Puis Maëlle parla, doucement, presque en chuchotant, comme si elle avait peur de briser quelque chose de fragile. Elle raconta tout. Paris, les dettes qui s'accumulaient comme des vagues, Lucienne qui avait disparu dès qu'ils avaient eu besoin d'elle, Théo qui s'était effondré sous la pression, le petit appartement minable dans le 19e, les courses à Lidl, la chute, la vraie vie, celle qu'elle n'avait jamais connue parce qu'elle avait toujours été protégée par l'argent invisible de sa mère. Et comment, dans cette descente, elle avait enfin compris. Elle avait compris que sa mère n'avait jamais été une parasite. Elle avait été l'arbre sur lequel tout le monde grimpait, prenait des fruits, se reposait à l'ombre et repartait sans jamais penser à arroser les racines. Elle avait été l'invisible qui tenait tout, le socle sur lequel reposait l'équilibre précaire de leur vie. Et maintenant qu'elle était partie, tout s'était écroulé. Le château de cartes s'était effondré. Maëlle dit aussi qu'elle avait arrêté de poster sur Instagram, qu'elle avait compris que toute cette vie qu'elle montrait n'était qu'une façade, que derrière les photos parfaites, il n'y avait rien. Juste du vide. Juste une fille perdue qui essayait de prouver au monde qu'elle avait réussi, alors qu'en réalité, elle n'avait jamais rien construit par elle-même. Ophélie écouta, et quand Maëlle eut terminé, elle sourit tristement. Un sourire qui portait en lui toute la fatigue et toute la sagesse accumulée au fil des années. Elle dit qu'elle ne voulait pas que Maëlle revienne par culpabilité, qu'elle ne voulait pas être un devoir, une obligation, une dette à rembourser. Elle dit qu'elle avait reconstruit quelque chose ici, à Reims, une vie, pas grande, pas parfaite, pas spectaculaire, mais une vie à elle, une vie qui lui appartenait, et qu'elle ne renoncerait pas à ça, pas même pour sa fille. Parce qu'elle avait appris, à ses dépens, que renoncer à soi-même pour les autres ne menait qu'à la disparition, à l'effacement, à la mort lente de l'âme. Maëlle hocha la tête, les larmes coulant à nouveau, traçant des chemins brillants sur ses joues. Elle dit qu'elle comprenait, qu'elle ne demandait pas à sa mère de revenir, qu'elle ne demandait pas à ce que tout redevienne comme avant. Parce qu'avant, c'était toxique, c'était malsain, c'était intenable. Elle demandait juste une chance de refaire connaissance, de reconstruire, pas comme avant, mais autrement, différemment, mieux, sur des bases nouvelles, sur du respect, sur de la reconnaissance, sur de l'amour véritable et non sur de l'habitude ou de l'intérêt. Ophélie regarda sa fille longuement, et dans ses yeux fatigués, dans ses yeux qui avaient tant pleuré, tant espéré, tant donné, elle vit quelque chose de nouveau. Elle vit une femme, plus une enfant, une femme capable de reconnaître ses erreurs, de les porter, de les affronter. Une femme qui avait appris, à la dure, que les actions ont des conséquences. Et ça, c'était suffisant. Ça n'effaçait rien. Ça ne réparait pas tout. Mais c'était un début. Un point de départ. Une graine plantée dans une terre désolée qui pourrait, peut-être, avec du temps et des soins, donner naissance à quelque chose de nouveau. Elles restèrent assises sur ce banc, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, transformant la ville en un tableau impressionniste. Les lampadaires commencèrent à s'allumer un par un, dessinant des halos de lumière dorée dans la pénombre naissante. Puis elles se levèrent et marchèrent encore, côte à côte, sans se tenir la main, mais proches. Proches d'une manière qu'elles n'avaient jamais été. Parce que la proximité ne se mesure pas en centimètres. Elle se mesure en honnêteté, en vulnérabilité, en respect.
Et pour la première fois depuis très longtemps, elles se respectaient, vraiment. Elles passèrent devant un petit café où une femme jouait de l'accordéon, une mélodie mélancolique et belle qui semblait raconter une histoire d'amour perdu et retrouvé. Ophélie s'arrêta pour écouter, et Maëlle s'arrêta aussi. Elles restèrent là, debout sur le trottoir, écoutant la musique qui se mêlait au bruit de la ville. Et dans ce moment suspendu, elles comprirent toutes les deux qu'elles étaient en train de tourner une page. Pas de fermer le livre, mais de tourner une page, de commencer un nouveau chapitre. Un chapitre où elles ne seraient plus mère et fille au sens traditionnel, avec tous les poids et toutes les attentes que cela implique. Mais deux femmes qui essayèrent de se comprendre, de s'apprivoiser, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Les semaines suivantes, Maëlle resta à Reims. Elle dormait dans le petit appartement d'Ophélie, sur un canapé inconfortable qui grinçait à chaque mouvement et qui lui rappelait à quel point elle avait vécu dans le luxe sans jamais l'apprécier. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle partageait juste l'espace. Le matin, Ophélie partait travailler à l'atelier et Maëlle restait à l'appartement, lisant des livres qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire avant, réfléchissant, écrivant dans un carnet des choses qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle écrivait des lettres qu'elle n'enverrait jamais, des excuses, des regrets, des promesses. C'était sa façon de faire le tri dans le chaos de ses émotions. Le soir, elles dînaient ensemble, des repas simples, une soupe de légumes, du pain frais acheté à la boulangerie du coin, du fromage de la fromagerie artisanale de la rue Saint-Maurice, un verre de vin rouge. Et dans cette simplicité, il y avait quelque chose de profondément apaisant, quelque chose d'authentique. Elle parlait peu pendant les repas, mais ses silences n'étaient plus pesants. Ils étaient confortables, comme deux personnes qui n'ont plus besoin de meubler le vide avec des mots inutiles. Un soir, Maëlle demanda si elle pouvait accompagner sa mère à l'atelier. Ophélie accepta, et c'est ainsi que Maëlle découvrit le monde secret de sa mère. L'odeur des tissus, mélange de coton frais et de soie délicate. Le bruit des machines à coudre, ce ronronnement mécanique qui avait bercé toute l'enfance d'Ophélie. Les mains expertes d'Ophélie glissant sur la soie avec une précision chirurgicale, créant des plis parfaits, des coutures invisibles. Les femmes qui venaient chercher leurs robes, les yeux brillants, reconnaissantes, transformées par un vêtement qui leur redonnait confiance. Maëlle comprit enfin que sa mère n'était pas juste maman. Elle était Ophélie, une artiste, une créatrice, une femme avec ses propres rêves, ses propres talents, sa propre lumière. Une femme qui avait passé sa vie à créer de la beauté pour les autres, tout en oubliant de créer de la beauté pour elle-même. Et cette lumière, Maëlle l'avait éteinte pendant des années, sans même s'en rendre compte. Elle avait soufflé sur la flamme jusqu'à ce qu'elle devienne presque imperceptible. Mais maintenant, cette flamme était en train de reprendre, de grandir, de briller à nouveau. Elle regarda sa mère travailler pendant des heures, fascinée par la concentration sur son visage, par la délicatesse de ses gestes, par l'amour qu'elle mettait dans chaque point de couture. Et elle se dit qu'elle ne l'avait jamais vraiment vue avant, jamais vraiment regardée. Elle avait regardé à travers elle, comme on regarde à travers une vitre transparente, sans jamais s'arrêter sur ce qu'il y avait de l'autre côté. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans les rues de Reims, Maëlle s'arrêta devant la vitrine d'une petite librairie indépendante qui sentait le vieux papier et le café. À l'intérieur, il y avait un livre sur la couture, un vieux manuel des années 60 avec des illustrations vintage et des patrons jaunis par le temps. Elle entra, feuilleta le livre avec précaution, sentit sous ses doigts le papier rugueux et les pages cornées et décida de l'acheter. Ce soir-là, elle l'offrit à sa mère. Ophélie le prit, surprise, presque méfiante, et feuilleta les pages jaunies avec une émotion qu'elle ne chercha pas à cacher. Elle sourit. Un vrai sourire. Un sourire qui venait de l'intérieur. Et dans ce sourire, Maëlle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. De la joie. Pas du bonheur. La joie. Cette chose fragile et précieuse qui ne dépend de personne d'autre que soi-même. Cette petite étincelle qui dit « Je suis vivante, je suis ici ».
J'existe. Ophélie serra le livre contre sa poitrine et murmura un merci à peine audible. Mais ce merci contenait des années de silence, des années de non-dit, des années d'amour retenu. Quelques jours plus tard, Maëlle prit le train pour retourner à Paris. Mais cette fois, ce n'était pas une fuite. C'était un retour conscient, un retour assumé. Elle avait une vie là-bas, un mari qui avait besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de lui, des responsabilités, des erreurs à réparer, un appartement misérable mais qui était le leur. Mais elle partait différente, transformée. Elle partait avec la promesse de revenir. Pas par obligation, mais par choix. Parce qu'elle avait compris que l'amour ne se mesure pas en transfert bancaire ou en vidéo Instagram. Il se mesure en présence, en écoute, en respect, en petits gestes quotidiens qui disent « Tu comptes, tu existes, je te vois ». Sur le quai de la gare, alors que les haut-parleurs annonçaient le départ imminent du train pour Paris, Ophélie serra sa fille dans ses bras. Pas longtemps. Juste assez pour que Maëlle sente que sa mère était là, vraiment là, et qu'elle le serait toujours. Pas comme un filet de sécurité, pas comme une banque, pas comme une obligation, mais comme un phare, une lumière dans le noir, une maison où revenir quand le monde devient trop lourd, quand la vie devient trop difficile, quand on a besoin de retrouver ses racines. Le train partit lentement, dans un grincement de frein et un souffle de vapeur. Ophélie resta sur le quai, regardant les wagons disparaître au loin, avalée par la perspective des rails qui se rejoignaient à l'horizon. Elle resta là longtemps après que le train eut disparu, les mains dans les poches de son manteau, le vent automnal jouant dans ses cheveux gris. Puis elle se retourna et marcha vers la sortie. Reims l'attendait. Son atelier, ses tissus, sa vie. Une vie qu'elle avait choisie. Une vie qui lui appartenait. Une vie qui n'était plus définie par les besoins des autres, mais par ses propres désirs. Et tandis qu'elle traversait la ville sous le ciel gris de novembre, où les premiers flocons de neige commençaient à tomber doucement, elle se surprit à sourire. Pas parce que tout était réparé, pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait appris quelque chose que personne ne lui avait jamais enseigné. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pour aimer vraiment les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord se respecter. Il faut d'abord exister en tant que personne, pas seulement en tant que mère, épouse, fille ou n'importe quel autre rôle que la société nous assigne. Elle avait été une parasite dans son propre récit. Non pas parce qu'elle prenait, mais parce qu'elle se laissait prendre sans jamais se défendre. Elle s'était vidée pour nourrir les autres, comme une source qu'on épuise sans jamais la remplir. Mais maintenant, elle avait compris. Elle n'était plus une source qu'on épuise. Elle était une rivière qui coule, et les rivières ne s'arrêtent jamais. Elles continuent. Elles trouvent leur chemin. Elles nourrissent ce qu'elles peuvent, mais elles ne se perdent jamais. Elles gardent toujours une part d'elles-mêmes. Elles savent dire non. Elles savent poser des limites. Elles savent qu'on ne peut pas sauver quelqu'un en se noyant soi-même. Et c'est ainsi qu'Ophélie Fournier, à 67 ans, après une vie entière passée à être invisible, devint enfin visible. Pas pour les autres, pour elle-même. Elle se voyait dans le miroir maintenant, et elle aimait ce qu'elle voyait. Une femme fatiguée, mais debout. Une femme blessée, mais guérissant. Une femme qui avait appris à dire non, à poser des limites, à exister. Et ça, personne ne pourrait jamais le lui reprendre. Elle avait reconquis son territoire intérieur. Elle avait récupéré son nom. Elle n'était plus la mère de Maëlle. Elle était Ophélie. Et c'était largement suffisant. Les mois passèrent. L'hiver arriva, puis le printemps. Maëlle venait à Reims une fois par mois, parfois deux. Elles prenaient le café ensemble. Elles marchaient le long de la Vesle. Elles parlaient de tout, de rien, de la vie. Maëlle lui racontait Paris, ses difficultés, ses petites victoires. Ophélie lui racontait l'atelier, les clientes, les robes. Elle ne parlait jamais du passé. Pas directement, mais il était là, entre elles, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais qui rappelle qu'on a survécu. Théo vint aussi, une fois, timide, gêné.
Il s'excusa maladroitement. Ophélie accepta ses excuses avec la même grâce tranquille qu'elle acceptait tout maintenant, sans rancune, sans attente, juste avec une distance sereine qui disait « Je vous ai pardonné, mais je ne reviendrai pas en arrière. » Un jour de mai, alors que les cerisiers étaient en fleurs et que Reims sentait le printemps et les promesses nouvelles, Maëlle arriva avec une annonce. Elle était enceinte. Elle avait peur de le dire. Peur qu'Ophélie pense qu'elle revenait par intérêt. Peur que tout recommence. Mais Ophélie sourit, un sourire paisible. Elle prit les mains de sa fille et lui dit simplement « Je serai là, mais à ma façon, à ma mesure. » Et Maëlle comprit. Elle comprit que sa mère serait une grand-mère présente, mais pas envahissante, aimante, mais pas sacrificielle, là, mais pas perdue. C'était tout ce qu'elle pouvait demander. C'était plus que suffisant. Et tandis que le soleil de mai brillait sur Reims, dans ce petit atelier où Ophélie cousait une nouvelle robe pour une femme qui recommençait sa vie, quelque chose d'invisible mais de très réel se tissa entre deux générations. Pas un lien de dépendance, mais un lien de respect, d'amour conscient, d'humanité partagée. Ophélie Fournier n'était plus une parasite. Elle n'avait jamais été une parasite. Elle était une survivante, une guerrière silencieuse, une femme qui avait appris, tard mais pas trop tard, que sa vie lui appartenait et que personne, pas même sa propre fille, ne pouvait la lui prendre. Parce qu'elle avait enfin compris la plus importante des leçons, on ne peut pas vivre pour les autres, on ne peut que vivre avec les autres. Et cette nuance, aussi subtile soit-elle, change tout. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous trouvé la force de partir, de couper ce lien qui vous vidait lentement? Ou seriez-vous resté, par amour, par habitude, par peur de ce silence qui attend ceux qui osent dire non? Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas qu'un récit. C'est un morceau de vie, un morceau de vérité que beaucoup d'entre nous portent en silence, sans jamais oser le mettre en mots. Combien de fois avons-nous donné jusqu'à nous perdre? Combien de fois avons-nous été traités comme des évidences, comme des sources intarissables qui ne se fatiguent jamais, ne se brisent jamais, ne disparaissent jamais? Et quand nous avons enfin osé nous retirer, combien ont compris que nous n'étions pas des parasites, mais des piliers qui tenaient tout debout? Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Peut-être dans votre cuisine, une tasse de café entre les mains, regardant par la fenêtre en repensant à votre propre histoire. Peut-être dans votre salon, seul ou entouré, mais sentant ce poids familier dans la poitrine. Peut-être quelque part entre le regret et l'espoir, comme je l'étais moi-même il y a quelques mois. Peu importe où vous êtes, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que votre histoire compte, que votre voix mérite d'être entendue. Alors, je vous demande aujourd'hui, si ce récit a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu une part de vous-même dans mes mots, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Dites-moi si vous auriez fait le même choix que moi ou si vous auriez choisi un autre chemin. Partagez votre propre expérience, même brièvement, même timidement. Parce que c'est dans ces partages que nous trouvons la preuve que nous ne sommes pas invisibles, que nous existons, que nous comptons. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a ému, si elle a réveillé en vous quelque chose que vous pensiez endormi, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour vous, pour continuer à entendre ces histoires qui nous ressemblent, ces histoires de vie, de dignité retrouvée, de courage silencieux. Ces histoires qui nous rappellent que recommencer, même à 67 ans, même à 70, même à 80, est toujours possible. Nous sommes une communauté ici, une communauté de survivants, de guerriers discrets, de femmes et d'hommes qui ont donné beaucoup et qui apprennent maintenant à se donner à eux-mêmes. Et dans cette communauté, chaque voix compte. Chaque commentaire est une main tendue. Chaque partage est un témoignage que nous ne sommes pas seuls dans ce combat pour exister, pour être vus, pour être respectés. Alors prenez ce moment, respirez profondément et dites-moi, est-ce que vous vous êtes reconnu dans mon histoire? Est-ce que vous aussi, un jour, vous avez dû choisir entre disparaître pour les autres ou exister pour vous-même? Je vous écoute.
nous nous écoutons. Et ensemble, nous nous rappelons que nous méritons d'être aimés, non pas malgré nos limites, mais avec elles. Non pas parce que nous donnons tout, mais parce que nous existons, simplement, pleinement, dignement.